C'est reprise. À présent, nous allons inviter Monsieur le Premier ministre pour apporter des éléments de réponse aux différentes questions qui lui ont été adressées. Monsieur le Premier ministre, vous disposez d'1h30. Mesdames et Messieurs, l'exercice auquel vous nous avez conviés aujourd'hui, dès le départ, nous l'avons perçu comme un exercice républicain par rapport à un gouvernement qui doit rendre compte. Rendre compte à qui? Celui qui lui a donné mandat à travers l'adoption du programme d'action gouvernemental. Nous avons essayé de ranger les questions des honorables par thématique, par axe, au lieu de répondre à chacun. Je voudrais donc, concernant l'axe 1, je pense que pour l'essentiel, les questions générales d'abord, le taux de 33,87% d'exécution est obtenu en rapportant le nombre d'actions réalisées, 21, rapporté au nombre d'actions prévues d'être réalisées sur la période de juin 2021, qui était de 62. J'ai expliqué pourquoi souvent certaines actions que nous avons prévues n'ont pu être réalisées telles que souhaitées. Nous avons pu quand même tenir le pays debout. Concernant les questions relatives à l'axe 1, beaucoup d'honorables sont revenus sur la question de l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je voudrais dire qu'à la faveur de la résolution définitive de la crise multidimensionnelle en 2012, le gouvernement et les mouvements armés, avec l'assistance de la communauté internationale, avaient signé l'accord en 2015. Cet accord, qui n'a pas été accepté par tous les Maliens, il faut le dire, il y a une frange importante de notre société qui n'a pas compris cet accord, qui ne l'a pas accepté. Et c'est pour cela que nous avons parlé d'application intelligente de l'accord. Pourquoi? Parce que c'était un accord signé au nom de l'État malien. On ne peut donc pas le remettre en cause. Par contre, les appréhensions que les citoyens avaient par rapport à la mise en œuvre de l'accord, en disant que si on le met en œuvre comme tel, on va créer les conditions de partition du Mali. L'application intelligente sous-entend que nous fassions tout ce qui est possible pour nous entendre, sauf les actes qui doivent être posés, qui peuvent conduire à moins ou l'intérêt à la partition du Mali. Là, nous ne pouvons pas poser cet acte. Il faut s'arrêter et discuter entre nous Maliens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'application intelligente de l'accord. Concernant l'ensemble de ces questions, les discussions sont difficiles, c'est vrai. Mais le gouvernement, dès le mois d'août, a reparti des quotas entre les mouvements. À la date d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le dire, ni peur de le dire. Il y a des mouvements qui ne fournissent pas le quota qu'il faut. La question relative à la CEDEAO. Vous savez, la question avec la CEDEAO, nous nous sommes largement répandus là-dessus. Nous avons dit que pour que le Mali ait une chance de faire une transition et installer les autorités civiles, et que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique, nous devons tirer les leçons de l'échec des transitions passées. Vous vous souviendrez qu'après la crise politique post-électorale de 2018, c'est la CEDEAO qui a envoyé une mission de haut niveau au Mali, qui a déposé un rapport en octobre 2018 et qui a demandé de ne plus faire d'élection au Mali, de ne plus faire d'élection sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement n'a fait que reprendre ça, parce que ces réformes n'avaient pas été faites.
Vous avez aussi la problématique de l'union sacrée. Il y a des honorables qui sont revenus là-dessus. Là, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque les Maliens se sont soulevés, c'est un rappel, mais qui est nécessaire pour fixer les lignes du débat. Il y avait 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. La première revendication, c'est la sécurité. Personne ne discute aujourd'hui, personne ne remet en cause ce qui est fait. La deuxième revendication, c'est la nécessité de réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde peut réviser les slogans des manifestants. La troisième, peut-être pas dans l'ordre, c'est la nécessité d'organiser des élections transparentes, créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Étant donné que la crise politique qui a abouti au changement de régime est partie des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la population. La quatrième revendication, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Voilà les 4 revendications majeures qui servent de boussole au gouvernement de transition. Et donc, le débat en réalité avec la CEDEAO a bloqué parce que jusqu'à une date récente, on voulait ramener la transition à l'organisation des élections. Le gouvernement a tenu ferme et aujourd'hui, je crois que personne ne discute le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation des élections. La question maintenant, quelles réformes il faut faire? Jusqu'où les réformes peuvent aller? Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Les 2 équipes qui sont installées, l'équipe politique, chapeautée par le ministre des Affaires étrangères, et l'équipe technique, chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, discutent en permanence avec les membres de leurs équipes. La question de nos relations avec la MINUSMA. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est vrai, attendu au mois de juin 2022. Bien qu'il ne faut pas s'attendre à un changement notable de son mandat, certains pays contributeurs de troupes laissent entendre qu'ils vont réévaluer le niveau de leur participation en raison du retrait de la force Barkhane. Au demeurant, le gouvernement malien s'attelle à faire prévaloir ses priorités stratégiques pour l'essentiel déjà contenu dans le présent mandat. La vérité, c'est qu'il faut que les Maliens se convainquent définitivement. Ce n'est pas les forces étrangères qui vont ramener la paix au Mali. Seule notre armée, équipée, bien formée, mise en condition, peut ramener la paix de façon définitive. Et notre armée, sans exagération, est l'une des armées qui s'acquitte de façon extraordinaire de sa mission. C'est l'une des rares armées qui recrute, qui forme, qui s'équipe et fait la guerre en même temps. Beaucoup se préparent pendant des années pour la guerre. Les circonstances de l'histoire ont imposé à notre armée de faire concomitamment ces 3 missions. Et nous sommes persuadés que ce n'est qu'en mettant notre armée dans les conditions, en ayant l'autonomie totale de décision, d'opérer à n'importe quel coin de notre territoire, de faire face à n'importe quel ennemi. Ce n'est qu'à ce prix que notre pays sera respecté, que la question de la présence de la MINUSMA se posera. Concernant l'axe 2,
Il y a un certain nombre d'honorables qui ont posé des questions pertinentes. Je commence par la problématique de la dépolitisation de l'administration. C'est un peu en désordre, ce n'est pas dans l'ordre tel que vous avez posé les questions. La stratégie garantissant la dépolitisation de l'administration fait partie des actions en cours d'exécution et le processus est bien avancé. Le comité de pilotage est mis en place et le processus de recrutement du consultant est finalisé. La mise à disposition des ressources financières est en cours en vue du démarrage des activités. Les prochaines étapes du processus concernent l'élaboration du document de stratégie, le suivi du processus, la tenue des ateliers de validation de la stratégie et l'adoption du document en Conseil des ministres. Voilà ce que je peux dire concernant la question de la dépolitisation de l'administration. L'élaboration d'une nouvelle constitution est un souci majeur de beaucoup d'honorables membres du Conseil national de transition. Je dois dire que l'exécution de cette tâche est liée à la mise en œuvre des assises nationales de la refondation. Elle est retenue comme l'une des actions prioritaires de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État et de son plan d'action qui sont en cours d'élaboration. Un certain nombre d'ateliers se sont déjà tenus sur la mise en œuvre, le cadre stratégique de mise en œuvre de la refondation. Vous avez la mise en œuvre du comité de suivi des recommandations des assises. Le président de la transition a signé le 20 avril. Hier, le document était en traitement dans le circuit administratif. Il a été signé hier le décret 0242 PTRM du 20 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Cette structure sera composée de 15 membres. Le décret est publié au journal officiel. On a essayé de regrouper aussi un certain nombre de questions des honorables membres du Conseil national de transition, notamment en ce qui concerne la carte d'identité nationale biométrique. Je dois dire que la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, CEDEAO, est un document commun de l'ensemble des États membres de l'organisation régionale avec des spécificités techniques conformes aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents d'identité et de voyage. Le Mali a signé ses engagements et afin de permettre une participation massive aux prochaines élections, la première mise à disposition de la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera gratuite pour les citoyens et à la charge de l'État. Cependant, tout renouvellement sera payant. À date, il est prévu de le renouveler à 5 000 francs. Cette carte a une validité de 5 ans. Il va d'office remplacer la carte NINA. Peut, au-delà de sa fonction d'identification, servir à l'authentification des électeurs pour les prochaines élections. Cette dernière fonction sera mise en œuvre de concert avec les structures chargées de l'organisation des prochaines élections. L'hébergement de la base de données de la carte biométrique sera au Mali. Ça ne sera pas à l'extérieur. Elle sera hébergée à la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. Un certain nombre d'honorables ont effectivement questionné sur l'organe unique indépendant chargé des élections. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que le texte de loi est au niveau du CNT. Notre souhait, c'est qu'il puisse être adopté le plus vite possible afin qu'on commence à le mettre en place, d'autant plus que maintenant, on a retenu les 24 mois, tout ce que nous faisons à partir de maintenant sur les 24 mois. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales
l'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition. Il y a eu des ateliers sur tous les textes dont je viens de vous parler. Au niveau du gouvernement, parce que les 3 mois, on les a mis à profit. En réalité, peut-être il n'y avait pas de texte voté, mais les ateliers, les tables rondes qui doivent se tenir se sont tenus. On est à la phase de validation pour peut-être aller vers d'autres partenaires et ouvrir le débat. Il y a l'axe 4 qui concerne effectivement beaucoup de questions relatives à la bonne gouvernance. Concernant la vie chère, je crois que j'ai donné assez d'explications, les efforts que le gouvernement a fait. Maintenant, les actions concrètes menées par le ministère de la Justice, comme je l'ai dit, à mon deuxième tour, j'ai beaucoup de documents. Je vais vous présenter cette note. C'est un domaine où on avance à pas de géant. Mais comme on était pris par les débats avec la CEDEAO, avec nos partenaires extérieurs, les appuis sur le plan financier, la population a eu le sentiment que ce dossier ne bouge pas. Je vous rendrai compte tout de suite de l'ensemble de ces dossiers qui sont au niveau des juridictions. Merci bien, Monsieur le Président.